interceptons ont été ou vus ou pointés. Policiers ou gendarmes, représenter les forces de l'ordre, c'est être un modèle, c'est être respectueux, même face à ceux qui ne le sont pas. C'est garder son sang-froid, même face à la provocation, même face à la haine, même face aux coups. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Dans un monde numérique où tout un chacun est aujourd'hui producteur d'images, intellectuellement honnête ou au contraire malveillant, il est plus que jamais indispensable de ne jamais trahir les doctrines, de garder en tout temps la mesure de la nécessité et de la proportionnalité. Nous risquons d'être entraînés dans un cercle vicieux où nous finirons par écorner nos valeurs et notre légitimité. Voilà, nous avons entendu successivement Emmanuel Macron, c'était hier à Pau, puis le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le futur ex-directeur général de la police nationale, Éric Morvan. Alors, quelle a été la réaction de ceux qui étaient autour de vous? Michel Lavaux, je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale. Après ces trois déclarations qui sont à peu près concomitantes et qui disent à peu près la même chose et qui peut-être ont surpris dans les milieux de la police. Merci de nous donner la parole. Plusieurs choses évidemment en écho à ce que vous venez de dire. Tout d'abord, chaque policier de France sait qu'il doit être exemplaire. Il le sait parce que c'est le sens de sa mission. L'institution police nationale sait parfaitement que, peut-être encore plus maintenant que nous sommes dans un monde de transparence, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, la police nationale sait qu'elle doit parfois rendre compte et parfois surtout expliquer, informer. Donc effectivement, face à beaucoup de l'actualité qui a engagé la police depuis de nombreux mois, et on essaye souvent on scande souvent le début de cet engagement avec le début du mouvement des Gilets jaunes, même si le débat ne doit pas être circonscrit au 2018. Voilà, mais c'est novembre 2018. Oui. Ouais. Effectivement, la question porte de plus en plus et très fréquemment sur l'usage de la force par les policiers et les policières en France. Cet usage de la force qui a été nécessité, qui effectivement est consubstantiel à l'action de police. C'est une action qui doit être, c'est un usage de la force qui peut être individuel pour interpeller un individu qui ne souhaite pas être interpellé et de le maîtriser, ou alors un usage de la force collectif qui intervient dans le cadre d'une manifestation et surtout une manifestation qui est devenue un attroupement et qu'il convient de disperser pour ramener l'ordre public. Est-ce que les forces de l'ordre ont été surprises justement par cette montée en puissance de ce type de manifestation ? Peut-être remonter un peu plus haut que novembre 2018, les lois travail, 2015, c'était un moment très important aussi, avec des nouveaux modes de contrôle des foules et des manifestations, avec la généralisation de ce qu'on appelle le lynchage. Tout cela, on en a déjà parlé dans cette émission il y a quelques semaines. Tout ça, j'imagine que ça a participé à peut-être une surprise à l'intérieur des milieux des forces de l'ordre. Michel Lavaux. Alors, il faut toujours se garder, je crois, qu'on a tous toujours l'impression, chaque génération a l'impression de vivre peut-être une période qui lui est propre et qui apporte une réelle nouveauté. Maintenant, ce que je peux mentionner en nouveauté, c'est encore une fois le mouvement des Gilets jaunes et la réitération, la ritualisation de manifestations le samedi, tous les samedis, avec un engagement dans le temps profond, important et une mobilisation qui n'en finit pas. On dit souvent, on a entendu tous cette expression, il faut savoir terminer une grève. Là, les policiers en France ont l'impression que ce mouvement ne se terminerait pas. Il y a eu également, et vous avez bien fait de le remarquer, effectivement, nous avions les prémices de groupes que l'on appelle, alors ce sont des groupes qu'on appelle les Black Blocs, je dirais plutôt que c'est une méthode Black Bloc qui a irrigué au-delà de ses créateurs. Et c'est vrai que nous avons le sentiment que des groupes radicaux n'ont de cesse de vouloir transformer des manifestations pacifiques qui rassemblent des personnes pacifiques mais qui sont juste en démonstration, en manifestation, en manifestations violentes et qui n'ont de cesse de solliciter et d'engager les services de police pour susciter leur réaction et donc l'usage de la force et donc par un phénomène de foule souvent de solidariser l'ensemble de la manifestation contre les services de police. Aline, d'ailleurs, je rappelle que vous êtes consultante indépendante, ancienne responsable de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, que vous avez travaillé justement sur cette question des violences policières depuis longtemps, en les documentant, comme d'autres l'ont documenté en termes journalistiques, comme David Dufresne par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette chronologie qui vient d'être avancée par Michel Lavaux ?
Alors, il est certain qu'on constate une évolution dans le déroulement des manifestations ces dernières années, ces dernières décennies même. Mais les transformations du maintien de l'ordre sont un fait même du maintien de l'ordre, en fait, qui va aussi avec les transformations de la société, des manières d'exprimer l'opinion, etc. Et elles amènent indéniablement les forces de l'ordre à aussi faire évoluer leur méthode d'intervention. Donc ça, c'est un fait. Après, on constate quand même ces dernières années, enfin, en tout cas sur la dernière année, un recours croissant ou en tout cas inédit à certaines armes de force intermédiaire, notamment dont on a beaucoup parlé et dont on n'a pas vraiment fait le bilan actuellement en termes d'efficacité, notamment sur le maintien de l'ordre, et en termes de coût sur l'impact que ça peut avoir dans les relations avec la population notamment. Et là, vous parlez du LBD 40 par exemple ? Par exemple, ou d'autres techniques de maintien de l'ordre, ou même d'autres techniques de la méthode du plaquage ventral, donc c'en est une parmi d'autres, mais c'est un tout, c'est une manière de concevoir la profession policière. La profession policière, une manière de concevoir la manière de maintenir la sécurité dans notre pays, qu'il est peut-être temps de poser sur la table afin de la faire évoluer. Est-ce que, Jean-Michel Schlosser, vous pensez, vous qui êtes un inspecteur de police et sociologue depuis et qui observez donc entre ces deux mondes, pourrait-on dire, l'évolution de la formation des policiers depuis 1960, que vous pensez justement que cette façon de se concevoir dans la société, de se regarder, de se projeter face aux autres dans la question du maintien de l'ordre, a évolué, ou est-ce qu'en fait elle est restée encore un peu semblable à ce qu'elle était lorsque vous étiez vous-même formé en tant qu'inspecteur de police, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis quelques années? Alors, ici, elle a évolué, alors notamment en matière de maintien de l'ordre. Bon, cela dit, il faut quand même observer un changement qui, pour moi, est très important, est un changement sociologique au demeurant. D'abord, je crois que les deux camps, je n'aime pas cette expression, mais malheureusement, la situation fait qu'on en arrive à le voir sous cette forme-là. J'y reviendrai peut-être. Il y aurait peut-être un troisième camp, c'est le camp des observateurs, qui n'est ni d'un camp ni de l'autre, et relations entre forces de l'ordre et ceux qui sont en face. Ce camp-là, je vais vous citer Albert Camus, qui dit dans L'Homme révolté que la violence est inévitable et en même temps injustifiable. Alors, il se trouve que il y a des accès de violence, il y a une montée de violence en règle générale dans la société, et qui n'est pas uniquement un fait de maintien de l'ordre. D'ailleurs, l'histoire nous rappelle que, parlons de 1934 par exemple, il y a déjà eu des manifestations extrêmement violentes et sans doute plus violentes. La différence, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que la violence qui était auparavant perçue comme moyen est de plus en plus aujourd'hui non seulement perçu, mais utilisé également comme un but, comme une finalité. Et s'agissant des policiers, cette violence qui auparavant s'adressait au corps policier, parce que le corps policier était un paravent, c'était la chose qui empêchait certaines choses politiques, sociales ou économiques, donc la manifestation qui était dirigée contre l'État ou contre certaines décisions étatiques se heurtait bien sûr à la présence des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a monté d'un cran et on s'adresse directement non pas au corps policier dans son ensemble, mais au corps du policier. Ce sont vraiment des agressions physiques et qui ont tendance à vouloir en venir à des fins parfois sans doute brutales et définitives. Qu'est-ce qui résiste, Michel Lavaux, dans le corps des policiers ou des gens qui sont chargés du maintien de l'ordre, à cette remise en cause des méthodes, à cette discussion, à ce débat qui pourrait être un débat démocratique et qui visiblement trouve chez les policiers, dans les syndicats policiers ou ailleurs, trouvent des résistances parce qu'on ne voudrait pas ce royaume de la transparence dont vous parliez, ce cop-watching comme on dit aux États-Unis, cette manière d'observer ce que font les policiers, ce filmage permanent comme on peut le voir aujourd'hui. On ne voudrait pas de ce contrôle citoyen, comme on l'appelle autrement, sur les actes des policiers, des gendarmes et des autres forces de l'ordre.
Alors je ne vous rejoindrai pas complètement sur le fait que les policiers résistent à toute évolution. Il est possible au demeurant que... Néanmoins, une partie des discours est un discours de résistance, c'est-à-dire de dire nous ne voulons pas, voyez bien combien on est agressé, et la réponse que nous avons, c'est une réponse qui est à la hauteur de l'agression. Mais peut-être que les paroles que vous prêtez aux policiers sont effectivement le reflet que le policier sur le terrain diagnostique, j'allais dire terriblement, le risque qu'il encourt. Avec une évolution de la menace et une évolution des prises à partie qui est très importante, et également une menace qui parfois peut se prolonger dans la vie personnelle. Mais je voudrais aussi rappeler que le policier a l'habitude de s'adapter, l'institution police s'adapte, et nous avons, à mon sens, relevé un premier défi, c'était celui de la mobilité, c'est-à-dire que face à des groupes radicaux qui étaient très mobiles et allaient commettre des troubles graves à l'ordre public et des dégradations graves de commerce de centre-ville, par exemple. J'ai vu quand j'étais sur le terrain des commerces de centre-ville particulièrement dévastés. Donc il a fallu que nous gagnions ce défi et que nous relevions ce défi de la mobilité pour empêcher ces groupes radicaux de perpétrer des violences sans limite. Mais il convient maintenant que nous relevions peut-être un nouveau défi, c'est celui de renouveler et de retrouver des modes de dialogue avec la partie pacifique des manifestants, parce que il y a, je crois, un enjeu. Le mouvement des Gilets jaunes a incité des manifestants à venir dans la rue alors qu'ils étaient néophytes et alors qu'il n'y avait plus d'intermédiation. Parce que nous avons, pardonnez-moi, mais nous n'avons devant des manifestations qui rassemblent parfois 5, 8, 10 000 personnes, nous n'avons plus d'intermédiaire entre la manifestation, la foule qui manifeste, et les services de police pour organiser, encadrer, prévenir un peu, travailler sur les itinéraires, travailler un peu sur les horaires, les itinéraires, les édifices sensibles. Et ça, c'est très, très problématique. Oui, mais néanmoins, on sait qu'il y a maintenant, parce qu'il y a une génération, Gilets jaunes, des gens qui sont venus régulièrement pendant toute une année dans les ronds-points et ailleurs dans les manifestations, qui a un savoir-faire manifestant, qui a touché des gens qui n'étaient pas habitués aux manifestations. Lorsqu'on discute avec des personnes qui sont des personnes âgées qui participent aux manifestations, par exemple, elles vous disent attention, là il faut vous plaquer au mur parce que les policiers peuvent venir, s'ils vous voient courir, ils vont vous taper dessus. Ça, c'est une expérience que souvent ceux qui se trouvent dans les manifestations des Gilets jaunes n'avaient pas eu et ont découvert cette expérience, et ils l'ont découverte au fur et à mesure des manifestations. Alors, au fur et à mesure des manifestations, oui, mais encore une fois, cela prouve que nous avions dans la rue beaucoup de néophytes, mais je pense que sur les conditions d'usage de la force et sur, effectivement, des itinéraires, une manifestation n'est jamais anodine. Occuper la voie publique n'est jamais anodin quand vous êtes, encore une fois, 5, 6 000, 10 000, et il convient, par exemple, de séparer les flux de circulation entre les manifestations qui sont à pied et les véhicules et les automobilistes qui sont autour. J'observe qu'il y a eu souvent beaucoup d'accidents, collatéraux, qui ont parfois été graves parce que nous n'avions encore une fois pas travaillé ensemble, nous n'avons pas encore une fois de contact, et même certains leaders se défendaient même d'entretenir des contacts avec les services de police pour organiser le rassemblement. Il faut peut-être s'y faire. Vous dites l'habitude de la police c'est de s'adapter. Il faut peut-être se faire à ce nouveau type de manifestations qui ne sont pas forcément déclarées, ils n'ont pas forcément de porte-parole. C'est peut-être aussi une autre façon de faire. On n'est plus du temps du préfet Grimaud qui a été cité récemment par Éric Morvan, le patron de la police nationale. Frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même, disait le préfet Grimaud. Rappelons que c'était le préfet de B68, et que effectivement, Éric Morvan, patron de la police nationale, a dit se parler. Ça veut donc dire, Jean-Michel Chausser, qu'ils ne peuvent plus se parler pour l'instant? J'observe depuis quelque temps que dans ce domaine, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, malheureusement, l'institution policière reste très centrée, très fermée sur elle-même, notamment si on la compare à d'autres polices européennes. Il faudrait qu'il y aurait un effort à faire dans ce domaine. Alors, Monsieur Lavaux parlait à l'instant des relations avec les manifestants qui sont difficiles parce que ce n'est pas dans un cadre de manifestation traditionnelle tel qu'on les connaît avec des organismes syndicaux, etc. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il y aurait certainement une nécessité d'ouverture plus grande en termes de communication de la part des policiers. Et ça fait un petit peu défaut aujourd'hui. Aline, d'ailleurs, c'est quand même étrange qu'il ait fallu attendre, disons, plus d'un an depuis le début de la manifestation des Gilets jaunes pour entendre le président de la République, ministre de l'Intérieur, préfet de police,
se plaindre de certaines images et dire tout compte fait, un croche-pied c'est pas bien, par exemple, comme l'a dit Édouard Philippe, le Premier ministre, alors qu'on avait eu d'autres images qui ont été documentées depuis maintenant plus d'une année, des personnes éborgnées par la LBD 40, des personnes frappées à terre, etc. Tout cela, et c'est étrange qu'il ait fallu attendre aussi longtemps. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, Aline Dayer, vous nous avez rejoint en studio, donc cette prise de conscience soudaine des plus hautes autorités de l'État vis-à-vis de cette question du contrôle des policiers et des gestes des policiers sur le terrain? Alors, c'est effectivement, ça peut paraître étonnant qu'il ait fallu attendre finalement aussi longtemps. Vous citiez les événements au moment des manifestations des Gilets jaunes, mais même bien avant, il y a d'autres cas, d'autres vidéos qui ont pu être diffusées ou des affaires médiatisées bien avant les Gilets jaunes. Donc, c'est certain que c'est... Adama Traoré. Voilà, exactement. C'est certain que c'est surprenant qu'il ait fallu attendre si longtemps. Cela étant, c'est quand même une avancée que d'avoir cet infléchissement dans le discours, dans la rhétorique et du Premier ministre et du Président de la République. Un fléchissement qu'on peut regretter tardif, mais qu'on peut malgré tout saluer. Reste maintenant à savoir si ces propos, si cette volonté d'ouverture ou en tout cas de réflexion sur la manière dont on conçoit la police française et le maintien de l'ordre, etc., si ces mots sont suivis des faits, en fait. Michel Lavaux, la question que nous posons, c'est qui contrôle la force de l'ordre? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, justement, qui contrôle ces forces de l'ordre dans leurs bonnes pratiques et dans leurs mauvaises pratiques ou les pratiques excessives que l'on a pu voir parfois? Oui, bien sûr. Juste, si vous me permettez, juste au préalable, rappeler que donc les discussions et vos analyses qui donnent à penser qu'il faut s'adapter et modifier un peu nos pratiques font l'objet de discussions précisément au sein du ministère de l'Intérieur dans le cadre un livre blanc et du schéma national de maintien de l'ordre qui est en cours de discussion, et donc les conclusions à l'issue des discussions qui ont été très partagées et très œcuméniques, dont les conclusions seront rendues de façon très prochaine. Donc il y a une réflexion au sein du ministère de l'Intérieur sur les pratiques professionnelles autour du maintien de l'ordre. Et c'est moins les réflexions internes qu'on imagine, effectivement, Michel Lavaux, que, disons, une expression publique, disons de regrets vis-à-vis de certains actes qu'on trouve un peu tardifs parce que on ne la voit que maintenant, cette expression publique. Oui, permettez-moi de me cantonner à l'analyse des pratiques professionnelles et à leur évolution. Donc vous me posiez la question du contrôle, qui contrôle la force publique. Sincèrement, j'ai envie de vous dire tout le monde. La police nationale contrôle en interne par ses corps d'inspection ses pratiques professionnelles. L'IGPN, que tout le monde connaît maintenant ici, contrôle par la voie administrative, par la voie hiérarchique, donc dans un contexte disciplinaire, contrôle les activités et les pratiques des policiers et des policières de France. Ce sont près de 2000 pour la sanctions. Gendarmerie, c'est l'IGGN aussi. L'IGGN, et ce sont près de 2000 sanctions qui sont prises par an. Vous avez ensuite le contrôle judiciaire qui s'exerce sous la direction des magistrats, procureurs ou juges d'instruction, et qui vont, à la suite d'une plainte ou à la suite d'une enquête d'initiative, et à la suite, effectivement, une interpellation par un témoin qui n'est pas concerné suscite toujours des interrogations. Une interpellation, un usage de la force, c'est comme ça, je ne l'ai pas inventé, suscitera toujours des interrogations par celui qui assiste. Donc, par exemple, le cas de Cédric Chouviat, vous me disiez avant le début de l'émission, donc mort le 5 janvier à l'hôpital après près de 48 heures après avoir fait un malaise cardiaque, qui avait été plaqué au sol, etc., avec le larynx explosé. Pourquoi ce cas-là n'est pas un cas de maintien de l'ordre que vous ne l'imaginez pas de la même manière que, par exemple, ce qui s'est passé dans les manifestations des Gilets jaunes ou d'autres moments comme cela? Qu'est-ce qui fait la différence pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent pourquoi, selon vous, selon la police, ça n'est pas la même chose? Parce que cet événement dramatique, parce qu'aucune action de police ne doit mener à un décès. Cet événement dramatique n'intervient pas dans un contexte de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre. Cet événement intervient dans le cadre d'une action de police de contrôle routier, qui est une action isolée et donc. Et vous comprenez que pour la plupart des auditeurs ou des spectateurs, c'est un peu la même chose. Ils ne font pas le même. Ils ne font pas la même. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux cas un usage de la force. Pour ce
ce qui est, Jean-Michel Schlosser, de la formation. Vous avez suivi, en tant qu'auteur d'une thèse et ancien inspecteur de police, mais sociologue désormais, la formation des policiers de 60 à nos jours, de 1960 à nos jours. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces policiers, justement, sur cette force proportionnée nécessaire pour pouvoir maintenir l'ordre? Est-ce que cette question a évolué depuis 1960? Rappelons que 1960, c'était en pleine guerre d'Algérie, qui a eu entre-temps 1968 et tout un tas d'autres moments où il fallait maintenir l'ordre, très différent d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué? Ce qui a évolué surtout, c'est l'arrivée du code de déontologie au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 80. Je crois que c'est sous Monsieur Joxe. Et puis il y en a eu un nouveau depuis. C'est 2014 le dernier code de déontologie de la police et des gendarmes. Avec des compléments. Cela dit, moi, ce que je peux regretter, c'est que je pense que Monsieur le Président de la République demandait à ce qu'on lui fasse des propositions d'évolution. Je pense que s'il y a une évolution, une proposition à faire, c'est de passer de la déontologie à l'éthique, c'est-à-dire à la réflexion sur quelles sont les valeurs qui sont mises en jeu, qu'est-ce que cela peut modifier dans mon comportement, et en retour, qu'est-ce qu'il peut envoyer comme image aux personnes qui, effectivement, voient mon action. N'oublions pas que le code de déontologie, à l'origine, finalement, c'est un condensé de textes que les fonctionnaires de police connaissent très bien, puisque pour la plupart, soit issus du code pénal, soit issus du statut général des fonctionnaires, et le fait d'avoir des cours qui exposent ex cathedra, si je puis dire, à la fois des prescriptions et des interdictions, à mon avis, à mon sens, aujourd'hui ne suffit plus. Il faut aller un petit peu plus loin, et je pense que renforcer effectivement l'éthique, qui va dans le sens, je vais dire un gros mot, excusez-moi, de la philosophie, ça pourrait être un point à ajouter à la formation. Vous avez même un collègue, Stéphane Lemercier, qui parle de déontique, la science étudiant les rapports formels entre concepts normatifs, obligations et permissions et interdictions. Une forme de praxis. Voilà. Mais ça, c'est effectivement tout à fait nouveau. Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. Allô, place Beauvau, pour chacune des manifestations où on voit quelqu'un qui a été blessé par la police dans le cadre d'une manifestation. Disons, le cop watching, comme on dit aux États-Unis, disons cette façon dont les citoyens considèrent qu'il maintenant, il n'y a pas que les policiers ou les forces de l'ordre qui doivent rendre des comptes à leur propre hiérarchie, mais que les citoyens doivent les observer également. C'est un fait que les vidéos, les photos sont un moyen dont disposent les citoyens, les bénéficiaires de ce service public aussi de la police, de contrôler en fait le travail de la police. Et c'est pas un mal que les citoyens veuillent contrôler le travail de la police. C'est aussi un moyen, dans des cas qui posent question, d'établir des preuves, bien souvent, parce que les affaires dans lesquelles des agents de force de police ou de gendarmerie sont mis en cause sont des affaires dans lesquelles on n'a pas toujours de preuves, où la parole de l'un est renvoyée à la parole de l'autre, et les vidéos sont de fait, dans plusieurs affaires, des moyens de concourir à l'établissement des faits. Est-ce que, d'une certaine façon, il y a, Michel Lavaux, une sorte de corps qui se protège, le corps des forces de l'ordre, le corps de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et qui ne veut pas, disons, être mis en cause avec l'idée que si on met en cause un de ses membres, on met en cause la totalité des missions des forces de l'ordre en France? Alors un corps qui se protège, je vous répondrai non. Un corps ou une maison qui il y a beaucoup de solidarité, je vous répondrai oui, et j'en suis fier. Ensuite, effectivement, ce qui peut nous gêner. Évidemment, pas le contrôle. Je voulais dire au début de l'émission, la police nationale est une institution transparente et ouverte qui doit rendre compte et qui doit informer. Le souci de ces images, c'est que précisément ces images, je trouve qu'elles résument, elles ont tendance présentées par certains de nos détracteurs à résumer l'action de la police nationale. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les policiers se résument à ces images. Nous avons sur des grandes manifestations du samedi 25 000 policiers qui sont engagés pendant 6, 7, 8 heures, 10 heures. Et nous avons le sentiment que l'action de ces 25 000 policiers pendant toutes ces heures se résume à des images certes problématiques sur lesquelles il faudra expliquer, informer, rendre compte, s'expliquer devant au besoin un magistrat, ça ne fait aucun problème, mais la police nationale ne se résume pas à telle ou telle image. Jean-Michel Schlosser.
Oui, mais je suis parfaitement d'accord, mais j'ajouterais simplement que le discours en face, entre guillemets, est exactement le même. C'est-à-dire que les manifestants disent, on entend beaucoup les manifestants dire en ce moment que les images de certaines télévisions ont tendance à donner la primauté aux faits de violence commis par les manifestants en occultant le reste de leurs revendications qui peut être par ailleurs tout à fait légitimes. Oui, Michel Lavaux. Sauf si vous permettez, que moi j'ai bien distingué la partie pacifique des manifestants, alors que précisément, je ne souhaite pas que l'on associe encore une fois l'image de la police nationale à toutes ces à certaines interventions, pardonnez-moi, à certaines interventions qui peuvent poser question et sur lesquelles nous devons nous expliquer. Aline Dayer. Le point est que le fait que de plus en plus de citoyens ressentent ce besoin de filmer et d'avoir des images du travail de la police traduit aussi un certain malaise quand même des relations entre la police et la population. Malaise du côté des citoyens, mais on pourrait dire peut-être aussi malaise du côté des policiers. Exactement, exactement. Et c'est quand même aussi un fait que la police pose question, enfin les relations entre police et citoyens posent question en France, alors que dans d'autres pays, on n'a même pas ce type de discussion qu'on a là dans cette émission, en tout cas pas de manière aussi vive. Et ce fait-là même doit poser question et doit nous amener à nous demander comment on est arrivé là, pourquoi, et éventuellement à se poser pour poser les choses à plat et les faire évoluer. Michel Lavaux, il y avait une vieille phrase qui était utilisée souvent par les policiers, c'est je vous protège, vous me soutenez. En parlant de la société, il y a quelque chose qui s'est cassé dans cette phrase. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des points de suspension entre je vous protège et désormais qui remplace la virgule vous me soutenez. Peut-être vous me soutenez à quelles conditions, dans quel contexte, pourquoi vous soutiendrais-je si vous pratiquez ceci ou ce type de plaquage ventral, ce type de LBD 40, etc., etc. Et disons, il y a des conditions qui sont mises à cette question du soutien de la population aux forces de l'ordre. J'observe que les sondages, les sondages placent la police nationale, donne à la police nationale près de 70-75% d'opinion favorable, place la police nationale parmi les institutions et les services publics qui sont les mieux évalués. Et si on observe un peu plus précisément certains sondages, les personnes qui ont affaire à la police ont souvent une opinion meilleure que celle qu'elles avaient ex nihilo, c'est-à-dire avant le premier contact. Donc les sondages vous allez encore dire que ce sont les médias qui ne font pas leur boulot. Non, je ne veux pas dire. Je pense en revanche que nous parlions des réseaux sociaux tout à l'heure. Il y a sur les réseaux des communautés militantes qui sont très dynamiques, très mobilisées et qui captent une parole qui les rend très audibles et qui n'est pas celle et qui ne représente pas la parole de la grande majorité des Français, encore une fois 70-75% qui sont d'opinion favorable, mais qui finalement le disent pas, ou le disent moins, ou le disent différemment. Après que nous soyons, qu'il y ait une ardente obligation de nourrir le lien entre police et population, c'est évident. Et je rappelle qu'une conférence citoyenne a été tenue au ministère de l'Intérieur ce week-end encore et a rassemblé. Elle doit continuer encore. Et doit se poursuivre. Et des conclusions seront rendues par un panel de citoyens sur ce qu'ils attendent de la police, ce qu'ils ont observé de nos pratiques et de nos organisations et de nos fonctionnements. Et